Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bien, donc, ce film de François Truffaut, 1969. Un film évidemment assez différent de ses autres films, mais qui lui tenait véritablement à cœur. C'était un sujet qu'il connaissait. Enfin, il avait lu cette histoire je ne sais pas s'il était professeur ou du docteur Itard, donc ce médecin de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, et à qui, en effet, est arrivée cette aventure avec cet enfant sauvage. Et bon, je crois savoir que dans la réalité, les choses ne sont pas si bien passées que ça, car l'enfant n'a pas survécu longtemps, quoi. Il est mort à 22 ans. Bon, en fait, enfin, comme quoi l'espèce humaine est faite pour être sociale ou sociable et ne peut pas être solitaire. Elle ne peut pas être directement sauvage. Bon, alors, ce film, je pense que... enfin, il est quand même connu, mais il n'est peut-être pas très connu. Quels sont ceux qui le voient pour la première fois? Je pense que beaucoup de monde. Oui, quels sont... Et ceux qui l'avaient vu, alors? Oui, on n'a fait pas très nombreux. Bien, écoutez, peut-être vous avez des choses à dire déjà au départ. Moi, j'avoue que j'aime énormément ce film, qui est aussi sur son écriture, sur sa construction. On ne peut pas dire réellement différent de ses autres films, mais quand même. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de volonté de travailler, je dirais, pas le système pédagogique, mais de mettre en scène la question que pouvait se poser à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, la science face à l'éducation, face aux problèmes des enfants, etc. Tout cela nourri évidemment par toute l'évolution du XVIIIe siècle et en particulier par le rousseauisme, c'est-à-dire le bon sauvage. Là, le professeur Itard prend un bon sauvage, mais ce n'est pas si simple que ça. Et en même temps, les méthodes de la science de l'époque, cette espèce de rigueur purement scientifique, donc de l'expérience, de l'expérimentation, qui est quand même la base de la science qui prend véritablement sa forme à cette époque-là. Et ce que je trouve très beau dans le film et qui est très, très, très Truffaut, c'est-à-dire que son professeur ou son docteur est tout à fait remarquable, justement parfaitement scientifique, ou en tout cas voulant l'être, mais le problème, c'est qu'il oublie que les choses essentielles, c'est l'affect, et le refus du rapport affectif est très... Je ne dirais pas qu'elle condamne, ce refus, qu'il condamne sa méthode, mais il est évident que cette méthode peut obtenir des résultats, mais il lui manque le petit quelque chose qui fait un être humain. Et le film me semble, de ce point de vue, très juste, quoi. C'est-à-dire il est très Truffaut. Truffaut, c'est quand même un cinéaste fait sur, je dirais pas le sentiment, c'est un peu trop facile, mais sur les rapports directs à l'affect. C'est quand même un cinéaste de l'affectif. Et là, je pense qu'il a voulu faire un film justement sur cette question-là, regarder avec une certaine distance, même une distance, disons, si on veut, scientifique, et à la fois le désir et le manque. Et c'est enfin, c'est un film qui, de ce point de vue-là, fonctionne très bien, puisqu'il est créé, enfin, il est fabriqué sur un suspense qui est quand même un suspense qui n'est pas habituel pour un public. C'est-à-dire que
faire une histoire uniquement que sur des méthodes d'éducation, c'est pas donné, enfin, c'est pas gagné d'avance au point de vue du succès public. Le film a eu quand même un certain succès, malgré tout. Bon, c'est pas un immense succès, mais un certain succès, parce que la méthode de Truffaut a été tout à fait remarquable et évidemment très élaborée, dans le sens que son jeune acteur était un jeune gitan. C'est intéressant qu'il ait pris justement un gitan, parce que il avait quand même quelque chose de plus direct, de contact avec la nature, ou en tout cas avec une autre forme de rapport au monde, à la nature, justement lié à la nature. Donc pas du tout le même rapport de société que d'autres, mettons un jeune français habituel. Donc c'était déjà intéressant de prendre un jeune gitan, mais surtout il fallait absolument jouer le personnage, jouer le rôle du docteur, car sa présence et sa méthode étaient indispensables au film. C'est-à-dire que faire jouer son personnage par un autre comédien, ça ne pouvait pas fonctionner, parce que c'était lui justement qui avait la maîtrise de ce qu'il voulait véritablement restituer et aussi faire voir. Et en même temps aussi faire que l'enfant, enfin non, même si l'enfant lui joue forcément, mais faire que l'enfant puisse bien obéir. En fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'il a montré un personnage, un médecin, qui veut rester froid dans son rapport éducatif, alors que lui, François, enfin Truffaut, veut rester chaud dans son rapport à son personnage. Et ça se sent très fort dans le film. On sent qu'il y a un rapport entre le jeune acteur et Truffaut, et en même temps l'autre rapport de son personnage de Victor avec son pédagogue. Et cette dualité-là, à mon avis, fait la force émotive, en fin de compte, du film. Je trouve le film très émotif, en fait. C'est pas un film que l'on reçoit indifféremment, me semble-t-il. C'est un film qui touche. Et puis en plus, il touche à des choses fondamentales, tout simplement. Et en plus, sur qu'est-ce que former aussi un être humain. Est-ce que c'est réellement humain de former un être humain à vouloir être une sorte de répétitif de l'ordre social, etc. Quelqu'un qui en a été privé pendant 10 ans, donc qui ne sait pas ce que c'est que la société et qui ne comprend pas réellement qu'est-ce que c'est que vivre en société. Et ça, le film, à mon avis, le rend très bien. Bon, enfin, c'était une première impression que je vous offre comme ça. Maintenant, j'aimerais avoir aussi vos avis. C'est quand même un film qui permet aux spectateurs de parler, parce que c'est pas un film uniquement que pour un cinéphile. Oui. Non, c'était la dame qui voulait. Mais bon, Comment l'usage du noir et blanc, l'usage de la musique aussi, de Vivaldi, là, pourquoi qui vient comme un leitmotiv assez répétitif, qui souligne justement peut-être l'absence de sentiment du médecin. On la retrouve peut-être dans la musique. Oui, mais c'est en même temps une musique. Bon, c'est une musique les collaborateurs sont quand même de première qualité. Opérateur Anne Madros, qui va avoir ensuite un Oscar comme opérateur à Hollywood. Il fera des films en Amérique, en particulier les films de Terrence Malick. Les premiers films de Terrence Malick sont quand même faits par Anne Madros. Et une photo noir et blanc magnifique, simple mais superbe. La musique est de Duhamel, l'un des meilleurs compositeurs de films. Et la musique est quand même très... comment dirais-je, très rare. Elle est juste
là comme des phrases, vraiment traitées sur l'idée de phrases musicales, qui viennent juste comme ça souligner par quelques notes une évolution, quelque chose qui passe à autre chose d'un seul coup. On a touché à quelque chose. Et juste, il y a très peu, mais elle scande le film et lui donne justement cette dimension-là. Cette dimension de véritable... Enfin, l'idée d'utiliser la musique sur la notion de répercussion. Et c'est pour ça qu'à le moment où il y a la percussion, ça devient très intéressant aussi, mais sur la répercussion, c'est-à-dire comment quelque chose s'ouvre, comme si à chaque fois la musique soulignait un moment, une petite ouverture. C'est tout. Et c'est à la... Alors, là, évidemment, on est quand même dans le système de la nouvelle vague qui refuse la musique à la Hollywood, c'est-à-dire une musique qui vient souligner ou surcharger l'émotion du récit narratif et visuel que l'on vous offre. Vraiment cette surcharge, en particulier dans la musique d'Hollywood entre 1940 et 1960, qui était une musique qui quelquefois gâche les films. En particulier, je pense à un film de Hitchcock, Massacré des années 60 par Tiomkin, qui était pourtant un très bon compositeur, qui est la Container Express. Ou alors, c'est trop, quoi. Et là, c'était vrai pour Romer, qui lui refusait quasiment l'accompagnement musical, étant donné que le film devait se suffire à lui-même. Donc la musique n'était que celle qui était instrumentée dans le film par un personnage. Donc à ce moment-là, il y avait que ça. Bon, Godard a un rapport à la musique plus... Enfin, il s'en sert plus dans la musique. Et François aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est la rareté et justement l'utilisation juste minimale de la musique dans ce film. Et on voit bien que c'est un film qui l'a pensé en termes de cinéma, avec des collaborateurs, je répète, de tout premier plan, en fonction justement de ce sujet qu'il traite, et qui a toujours été un sujet qui importait au plus haut point chez Truffaut, c'est-à-dire non seulement l'éducation par rapport aux enfants, etc., mais qu'est-ce qu'on donne à voir et à entendre en tant que cinéaste au public. D'une certaine façon, utilisons le mot, ça peut être bizarre, mais l'instruction publique. Enfin, un cinéaste donne aussi ou doit donner de l'instruction publique. Par exemple, on dirait ça aujourd'hui aux gens de la télévision, je crois qu'ils ne comprendraient absolument pas de quoi on parle. Il serait à peu près comme notre jeune Victor qui comprend absolument pas ce qu'on leur demande. Mais du temps de Truffaut, tout ça évidemment venant aussi de Rossellini, quand Rossellini avait une conception de la télévision qui pouvait être en effet un fabuleux instrument d'élévation, de culture, etc. Et donc de connaissances, puisque Rossellini a fait Socrate, a fait Louis XIV, a fait Descartes, etc. Donc des gens non négligeables dans l'évolution de la pensée humaine. Il y avait aussi ce dessin-là, ce désir-là chez Truffaut, donner quand même que ce cinéma apprenne quelque chose, et en particulier dans l'ordre de l'affect, pas dans l'ordre simplement de la connaissance extérieure. Et ici, je trouve le film, enfin, je le répète, pour moi, une très belle réflexion sur le problème de l'éducation, sur le danger d'une éducation trop volontariste, mais en même temps aussi de sa nécessité, donc ne donnant pas du tout une réponse une fois pour toutes figée, mais bien une réponse en forme de question. En particulier, cette méthode-là, qui est évidemment une méthode qui a 2 siècles et qui aujourd'hui
a évolué énormément, en tout cas ne serait-ce que dans je ne sais plus comment s'appelle la science de l'éducation. Comment? Oui, la pédagogie, c'est pas suffisant, c'est plus que la pédagogie. C'est-à-dire que les gens qui ont réfléchi, enfin en particulier mais les médecins, etc., qui ont réfléchi à l'enseignement, c'est-à-dire que au développement de la pensée, bon, ça a évolué. C'est évident que cette méthode-là est une méthode du XVIIIe siècle. Mais elle est extrêmement intéressante souvent à regarder, et à regarder avec aussi les a priori qu'il y avait dans cette science. C'est pour ça que je vous ai parlé de Rousseau, parce que Rousseau est très présent à ce moment-là. Et en particulier, dans la science, il a une importance. Et donc, l'idée du bon sauvage, il faut le... Bah, voilà, j'ai un sauvage, et je vais montrer qu'il est bon. Bon. Et quand même, le film... de ce point de vue-là, vous vous rendez compte que le film avait été fait à Hollywood à l'époque. À la fin, l'enfant parlait, se mariait, était amoureux, etc. Vous aviez un happy end total. Là, à la fin du film, vous êtes complètement... enfin, dans une incertitude totale, et je répète, en plus, dans la vérité, ce personnage de Victor est mort, je répète, à 22-23 ans. Quoi. Il n'a pas pu survivre, oui. Oui. De ce point de vue-là, c'est un échec, bien sûr. Mais est-ce que c'est possible, justement? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Maintenant, on le sait. C'est exactement ça. Et c'est bon. Et donc, ça, François le sait. Donc, il sait très bien que cette méthode-là était une méthode merveilleuse, mais bon, qui est profondément datée et qui ne sait pas qu'elle ne peut pas réussir. Oui, bien sûr, c'est important. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est aussi à la même époque que Braille. Parce qu'au départ, on est dans les sourds-muets, c'est comme la même époque. C'est l'époque où on commence à apprendre aux sourds et muets. Donc, c'est l'époque cruciale, mais il est vrai qu'ils ne peuvent pas savoir qu'à partir qu'un enfant qui est sauvage, enfin qui n'a jamais eu de connaissance ou de rapport avec d'autres humains, ne peut pas connaître. C'est vrai sur les phonèmes, tout ça. Et là, de ce point de vue, le film est tout à fait exact. Quoi. Truffaut a refusé absolument, je répète, de rendre gentil son film. Le film n'est pas gentil. Il est comme ça. Et en revanche, ce que je trouve très, très beau, c'est ce rapport à l'affect. Il y a un désir d'affect des trois côtés. Évidemment, la femme en plus que le docteur. Le docteur aussi voudrait, mais il n'a pas le droit, puisque c'est un savant, donc il n'y a pas droit. Et l'enfant a aussi besoin d'un affect, mais cet affect, c'est simplement déjà l'affect qu'il a avec la nature. Donc, comment reporter cet affect de la nature
avec des êtres humains. C'est ça aussi qui nous est bien montré. C'est pour ça que le rapport à la Lune, etc., tous ces moments où le rapport à l'eau, et l'eau, c'est pas seulement boire, c'est le moment où il est enfin trempé par la pluie, qui est quelque chose de véritablement puissant au point de vue impression et sensation. Et donc, il a le contact de l'enfant. Mais ce que je trouve très fort dans le film, c'est que le professeur ne sait pas qu'il a le rapport. Mais l'enfant a le rapport, simplement. Il faut savoir lire ce rapport. Et ils le sentent bien. Mais oui, ils sentent bien que l'enfant les aime, à sa façon. Mais en même temps, il ne peut pas fonctionner comme il voudrait qu'il fonctionne. Ce qui est important, parce que tout important, c'est qu'il agit exactement comme un clinicien. C'est ça, un clinicien. Parce qu'il développe des processus cliniques. Absolument. Il procède par étapes pour faire évoluer l'enfant jusqu'au stade où il ne peut plus. Et en fait, il en fait une expérience scientifique. Oui, c'est ça. Et c'est un film qui, de ce point de vue-là, n'a pas été, justement, parce qu'il est radical, enfin, il se soumet à la vérité, Truffaut se soumet à la vérité de ces rapports-là par rapport à cette époque, et le film n'a pas été bien compris parce que on n'a pas compris pourquoi, la plupart des spectateurs, et en particulier aussi des critiques, c'était, bon, bah, pourquoi ça n'a pas marché, quoi. Comment? Bien sûr, c'est audacieux. Et de ce point de vue, c'est en même temps un film qui ah non, c'est pas fait facile. C'est bien, je suis bien d'accord avec vous. C'est bien pour ça que j'aime beaucoup ce film, et je trouve que Truffaut l'a vraiment traité avec une extrême rigueur et une totale honnêteté. Il ne l'a pas enjolivé. Il l'a fait comme ça. Ah ben bien sûr. Ça, le mot pudeur, il faut par rapport à Truffaut, ça va de pair. Bon, j'ai bien connu Truffaut, c'est quelqu'un d'une extrême pudeur. Donc, c'est très net. Et donc, rendre sentimentaliser son sujet par rapport au public, ça lui était impossible. Mais impossible. Et il fallait que ce soit rigoureux de ce point de vue-là. Donc, une vraie pudeur dans ses rapports affectifs, alors que c'est au fond le sujet du film. La connaissance pour les artistes par l'art, mais aussi pour l'être humain par l'affect. Et ces rapports, la complexité, avec en plus les barrages qui sont ceux dans la physiologie, qui sont qu'on ne peut pas franchir, quoi. Oui, pardon. Oui, bah, forcément, les enseignants, ça les a inquiétés, ce film. Oui, non, mais ils ont amené des classes, enfin, souvent, oui, il était dans les processus, école au cinéma. Donc, il est vu, enfin, je l'ai bien. Bon, enfin, disons que c'est un film très... Dans l'œuvre de Truffaut, c'est un film à part, quand même. C'est un film qui est très Truffaut, et en même temps, tout à fait indépendant de... Bah, il est dédié à Léo. En plus, dédié à Jean-Pierre. Oui. Et est-ce que le personnage là, de l'enfant sauvage, est-ce qu'il ne reprend pas un peu dans l'argent de poche, justement, à travers le petit gitan de toute façon, s'il rend un hommage à Jean-Pierre Léaud, c'est que Jean-Pierre Léaud a été aussi, quand même, son personnage... symbolique. Non seulement symbolique, mais aussi témoin. Il découvre Jean-Pierre Léaud à 14 ans, et il va le suivre sur 5 films pendant 20 ans. Donc, ce personnage Jean-Pierre Léaud, donc en effet, un enfant
non pas directement sauvage, comme le personnage de 400 coups, mais un enfant qui a une difficulté de rapport avec ses parents et un rapport aussi à la société. Bon, ben, ça, c'est un sujet qui l'a toujours intéressé, d'autant plus que c'est un sujet qui le concerne, puisque Truffaut, s'il n'avait pas rencontré André Bazin, qui était donc le plus grand critique de son époque, qui avait remarqué ce garçon de 16-17 ans et qui l'avait pris sous son aile, enfin qui a été son père adoptif, si on veut, il aurait pu très bien et très facilement terminer très mal. Il aurait pu très bien aller faire la prison, etc. Enfin, ça a été quand même... ça fait partie de ces gens qui ont été sauvés par une circonstance, mais aussi, évidemment, par une personnalité qui a fait qu'on le remarquait. Oui. Jean, et l'usage des ouvertures et des fermetures, là, des diaphragmes. Enfin. Ben alors ça, c'est un usage qui était aussi très nouvelle vague, parce que comme nous avons tous été nourris par la cinémathèque, donc nous avons vu le cinéma muet. Dans le cinéma muet, ce qu'on appelait l'ouverture et fermeture à l'iris était quelque chose qui nous ravissait. Et quand le cinéma est devenu parlant, la fermeture ou l'ouverture à l'iris, alors fermeture ou ouverture à l'iris, c'est tout simplement un moment où le noir se fait et vous ne gardez de l'image qu'à la fin un cercle qui est autour d'un personnage, autour d'un visage, etc. On vous réduit l'image à un cercle. Et donc on ferme à l'iris, en effet, avec l'objectif. Donc ces fermetures à l'iris étaient totalement démodées en 1969. Et ça a été repris par d'autres cinéastes aussi, enfin des cinéastes de la nouvelle vague, c'est-à-dire pourquoi se passer d'un procédé, en effet, technique, qui avait été quand même très utilisé et merveilleusement utilisé par le cinéma muet, et que le cinéma parlant avait totalement refusé, etc. Ça faisait partie des choses qu'on ne faisait plus, et donc qui ont été remis à la mode par Truffaut, par Godard, etc. Enfin, je veux dire que la fermeture et l'ouverture à l'iris, mais vous en avez marre. Pour ceux vous avez tous vu forcément des Chaplin. Dans Chaplin, vous avez, dans les Charlots, vous avez d'admirables ouvertures et fermetures à l'iris. Bon, chez d'autres encore, mais... et là, j'avoue que ça fonctionne très bien, c'est parce que sur, justement, la notion de fermeture. Absolument. Elle n'est pas toujours pareille, et ensuite elle se déplace, elle peut très bien être au centre, elle peut très bien être à gauche, etc. Mais sur une idée qu'on n'arrive pas à sortir de cette fermeture. Une idée de... le personnage de Victor est, une fois pour toutes, dans une fermeture d'autant plus stupéfiante que c'est une ouverture totale, puisqu'il est totalement ouvert à la nature. Mais cette ouverture à la nature est une fermeture à l'espèce humaine. C'est ça qui est aussi très, très intéressant. Oui, pardon. Attendez, une seconde, je voulais vous donne le micro. préciser que l'intervention est enregistrée. Donc, si vous n'utilisez pas le micro, on n'entend pas. Voilà, c'est pour ça que j'insiste d'utiliser le micro, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je voulais juste savoir où se situait le film dans l'œuvre de Truffaut. Écoutez, le film est de 69 et il est avant le... Zut. Je m'excuse, mais à partir d'un certain âge, c'est marrant, les noms disparaissent au moment où on en a besoin. C'est curieux. Donc, comment ? Non, c'est à peu près la même époque, mais c'est-à-dire avant le film qu'il a eu, qui a eu tous les Césars avec Belmondo et Catherine. Non, pas la Sirène. Le dernier métro, oui. C'est bien avant le dernier métro. C'est-à-dire que le dernier métro, c'est 10 ans plus tard. C'est-à-dire que... Et après, bon, il va terminer par deux films, dont l'avant-dernier que je trouve admirable, qui est La femme d'à côté, qui est un superbe film,
Mais ou alors la chambre verte, des films comme ça qui sont... L'homme qui aimait les femmes. En réalité, c'est très divers, le cinéma de Truffaut. En général, on dit oui, Truffaut, bon, c'est le sentiment, etc. C'est pas vrai, il y a énormément de variété dans son œuvre. Et ce film-là est complètement unique, quoi. Ça ne ressemble, il ressemble à aucun autre, même dans son cinéma, sauf le ton. Et le ton, ça, c'est du pur Truffaut de bout en bout. Avec sa sensibilité, et ça passe admirablement bien. Enfin, de toute façon, ça m'intéressait qu'on commence la saison avec ce film-là, parce que bon, ça reste un très beau film. Il faut remettre un peu à l'honneur ce qu'il y a de très bien dans le cinéma français, et pourquoi se priver. Et puis en plus, on va passer ensuite à d'autres films étrangers, de différentes époques. Donc voilà, celui-là était, à mon avis, une bonne ouverture. Le prochain, c'est Le Mirage de la vie. Le quoi, Le Mirage de la vie. J'ai pas compris. Le prochain film. Miracle. Ah, c'est de Douglas Sirk. Ah oui, on l'a mis là, à ce moment-là. Ah, ok, magnifique aussi. Mais là, c'est différent. Le Mirage de la vie, c'est le grand et superbe mélodrame hollywoodien fait par un Danois, qui était une merveille. C'est le seul... on va déjà juste dénoncer comme ça quelque chose du film. Le problème de Mirage de la vie, c'est que ça coûte 2 fois plus cher au directeur de salle, parce qu'il faut qu'il demande 2 fois plus d'ouvreuses pour nettoyer à la fin toutes les larmes que le public a laissées. Donc, c'est certainement le film qui a le plus d'efficacité sur la production de larmes. On a regardé pour Truffaut, c'est entre La Sirène du Mississippi et Baiser volé. Le Domicile conjugal, c'est ça, oui. Oh ben, je sais pas, parce que ce soir, je crois qu'on a un tout petit problème de train qui rentre sur Paris, parce que je crois qu'il y a la possibilité d'avoir des trains à partir de certaines heures. Donc on va peut-être obligé comment ? D'ailleurs, bon, je sais plus, enfin, il faut être prudent. Bon, je sais pas sinon si quelqu'un va encore demander quelque chose ou... Oui, j'en prie. Attendez. Oui, moi j'ai du mal à voir que c'est un échec, parce que je trouve que ça termine tellement par une note d'espoir, le fait qu'ils reviennent parmi les hommes. Pour moi, je trouve que c'est une réussite absolue ce qu'il a réussi à faire, parce que évidemment, il y a les limites du langage, il ne pourra pas obtenir beaucoup plus que ça, comme expliquait monsieur, par rapport aux limites physiologiques. Bon, ça, il ne le savait pas à l'époque. Mais ce qui définit un être humain, ce n'est pas uniquement le langage verbal, c'est aussi son... Enfin, on voit bien qu'il arrive à avoir des rapports humains avec différentes personnes, pas simplement la gouvernante et on va dire son instructeur. Il arrive à avoir des rapports de respect... Enfin, il éprouve une palette énorme d'émotions avec les différentes personnes. Enfin, quand il voit un bébé, moi je trouve que c'est une grande réussite. Et quand il est en manque on va dire, de nature, il va se réfugier un certain temps un peu dans son cocon originel, et il revient, il arrive à passer de l'un à l'autre. Et moi je trouve qu'au contraire, c'est une grande réussite. Et en plus, je trouve que même d'un point de vue physiologique, le fait qu'il ait réussi, mais ça c'est un détail, de passer à, on va dire, une alimentation qui est complètement sauvage à une alimentation humaine, j'imagine que les nutritionnistes, ils doivent déjà trouver que c'est extraordinaire comme exploit d'adaptation. Il y a surtout moi qui m'intéresse le plus, c'est le corps. C'est-à-dire, on a au début... Il a réussi à le faire marcher. Une bête, c'est-à-dire un animal qui marche comme un animal et se redresser et marcher droit.
presque droit. C'est-à-dire que c'est vrai que de ce point de vue-là, l'éducation a fonctionné de cette façon. Vous dites que c'est une réussite à la fin, c'est une réussite sur l'affect, mais pas sur le résultat. C'est-à-dire que cet enfant-là, quoi qu'on fasse, il ne pourra jamais véritablement, enfin, il n'a pas été en plus, mais il ne pourra jamais être réellement intégré à la société. Est-ce que c'est vraiment le but aussi? Ah, mais je m'excuse, je parle du personnage. Oui, non, mais on pourrait se poser la question que... Si, le but est quand même, en tous les cas, de la part de ce médecin, de ce scientifique, c'est comment intégrer le sauvage absolu dans une société. Essayez de vous remettre dans l'époque rousseauiste. Rousseau, c'est, au fond, le bon sauvage, c'est l'idéal de l'homme, de l'être humain. En revanche, la société, c'est elle qui fait le malheur. Là, d'un seul coup, il y a volonté scientifique de dire exactement le contraire. L'état sauvage est au fond catastrophique pour un être humain, et la société est indispensable à l'être humain pour l'élever, etc. Regardez, parce que c'est quand même sous-entendu dans le film, mais c'est sous-entendu très nettement, ce que dit Rousseau sur la morale. Et ici, justement, ce que l'on dit sur la morale, avec l'expérience, qui est quand même une expérience terrible, de l'injustice, pour qu'ils prennent conscience de la notion de justice du bien et du mal, qui est une forme d'éducation, évidemment, qui est peut-être contestable. Donc, il y a... ça prouve qu'il est devenu vraiment humain. Oui, non, mais là vous n'avez pas... Le film alors, je dirais, le film vous interdit de prendre parti pour un personnage. Ce qui est intéressant, ce sont les trois personnages. Et... Comment? Non, en plus, un film n'interdit jamais rien, en plus. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Ça, tout à fait. Non, mais je veux dire que si on prend les trois personnages, si on prend les trois... Je voulais dire qu'une fois qu'un film est produit, il appartient plus à l'auteur. Ah, mais ça, je suis d'accord. C'est à chacun à l'interpréter comme madame, à l'interpréter comme elle l'entend, comme elle le ressent d'ailleurs. Non, mais je suis d'accord là-dessus, mais moi, j'essaye de voir le travail qui est fait sur trois personnages. Parce que le film fonctionne sur ces trois personnages. Il ne fonctionne pas que sur un personnage. Et si vous rentrez dans ce système comme quoi le médecin a réussi et l'enfant, à ce moment-là, pourrait être dit sauvé, non, c'est plus complexe que ça. Et je pense que le film est intéressant dans sa complexité. Ceci étant dit, bien sûr que tout le monde désire que l'enfant ça se termine bien pour lui. C'est normal que nous éprouvions ce désir-là. Mais je pense que le film, en tout cas l'auteur, a eu l'honnêteté de poser la question, de savoir que, bon, on réfléchit à ça, on regarde, mais on ne résout pas le problème. L'enfant. L'enfant, il est devenu, moi je l'ai rencontré plus tard, il est devenu un très beau garçon qui tombait toutes les filles, et donc ça allait très bien. Comment? Comme acteur, il n'a pas fait... Ah non. Mais il a choisi ce personnage, enfin cet acteur, enfin ce jeune enfant, justement en se servant de son côté gitan, et aussi parce qu'il est parfait. Et en même temps aussi, avec l'intelligence de prendre un enfant très beau. Dans ce coup, il faut que le spectateur regarde un enfant qui est très beau. Et en effet, à ce moment-là, on a un désir d'être pour l'enfant. Mais je pense que le film pose plus la question que vous avez très bien développée, c'est-à-dire dans l'évolution de l'espèce humaine, en effet, l'être humain est un animal social et il ne peut pas échapper à la société. Et s'il y échappe trop longtemps
et en plus totalement comme ici avec un enfant sauvage, voilà, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est pour ça que c'était un grand succès, je suis d'accord avec Ah oui, c'est un grand succès parce que c'est une mission impossible. oui, exactement, c'est Mission Impossible. C'est impossible, donc ce qu'il a fait, c'était merveilleux. C'est merveilleux, et avec en même temps le spectateur qui désire quand même que ça se termine bien. Enfin, le happy end, il est quand même là derrière, mais c'est un happy end du spectateur, c'est pas un happy end que propose le metteur en scène. Et il le fait, il y a retour, d'accord, bon, après. Et c'est pas pour rien que, remarquez à la fin du film, il y a l'enfant qui est derrière la fenêtre, le docteur qui est devant la fenêtre, donc il y a déjà une séparation, et le noir immédiat avec le mot fin, qui n'est pas le mot fin, qui est l'enfant sauvage. C'est-à-dire, là, on vous fait tomber un volet qui vous empêche d'avoir une résolution de cette question. Il n'y a pas de résolution. Il y a proposition de questionner cette question-là, qui est celle de l'éducation et du rapport de l'individu à la société. Ça me semble être, de ce point de vue, tout à fait passionnant. Alors, attendez, où est-on? Ah, pardon, très bien. Je voulais revenir un petit peu sur cette histoire, justement, du rapport au social par le biais du langage. On a cette tentative pendant tout le film d'apprendre ce fameux langage, et justement, il utilise au début du film, chez les paysans, soit un vieux français, soit du patois, je ne sais pas exactement, en tout cas on ne comprend pas tout, et en ce cas c'est nous qui ne comprenons pas ce qu'eux disent. On a ensuite dans les enfants sourds-muets l'utilisation du langage des signes qui est intéressante. Là j'aimerais bien savoir s'il y a des choses cachées dans les dialogues entre les enfants que nous n'avons probablement pas tous l'honneur de comprendre. Je ne connais pas le braille. Mais... Oui, donc oui, vous ne savez pas ce que se disent les enfants en langage des signes. Parce qu'il y a quand même plusieurs petits, très brefs, mais il y a quand même des dialogues entre eux. Moi, j'aimerais bien savoir ce que se racontent les enfants. Eux peuvent parler. Eux parlent entre eux, mais nous sommes les sauvages qui ne comprenons pas leur langage. Je trouve ça aussi intéressant. Voilà. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher de penser aussi à Elephant Man, où finalement, dans certains plans, on se rend compte que le sauvage, finalement, c'est ce fameux ordre social qui se renverse tout d'un coup et où la société devient une espèce de foule agressive et voilà, je voulais savoir si oui. Non, mais c'était une question qui, de toute façon, qui est absolument irrésolue. Hein. Problème des rapports individu-société, c'est pas simple. Et chacun le vit à sa façon. Non, en même temps, moi, ce que je trouve quand même très intéressant dans le film, c'est sur la méthode de connaissance, que ce personnage de Victor, bon, justement, le phonème, il ne pourra pas comment dirais-je, les appréhender et les connaître. En revanche, la reconnaissance des objets, c'est-à-dire au fond, ce qu'il connaît quand même dans la forêt, et la matérialité, et ensuite les signes que ça représente. Et à la fin, les signes des lettres. Et quand il ne peut pas dire les, il ne peut pas dire o, mais en revanche, il peut écrire les. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que, en effet, cet enfant, s'il avait eu, une vie normale, cet enfant aurait été un enfant intelligent, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et en effet, l'enfant est intelligent, mais bon, il n'aura pas les moyens de développer cette intelligence, ne serait-ce que par la parole. Mais en revanche, moi je trouve, et ça, c'est dans le cas du docteur Ita, c'est-à-dire qu'il ait pu lire sans évidemment lire, mais comprenant les signes du mot lait, pour obtenir le lait, c'est en effet, alors là, ça rejoint en revanche ce que vous disiez. C'est ça. Mais par symbole. Mais je pense que ça, c'est une connaissance possible dans la nature. Parce que dans la nature, il connaît
il connaît un arbre, il connaît une branche, il connaît des choses. Donc, cette méthode-là, il l'a développée, je dirais naturellement, à un état sauvage. Alors que l'autre, ce sont quand même des choses trop évoluées au point de vue de l'éducation. Et c'est là où le film est assez complexe. Enfin, pas seulement que le film, la situation est complexe. Et que ce personnage ne pourra jamais entrer totalement et absolument dans la connaissance humaine, quoi. Nous connaissons autrement. Pardon, je m'excuse. Je vous en prie. Je voulais revenir, moi, sur la place des affects, justement, dans la construction de l'enfant. Ce qui est étonnant, c'est que, justement, Itard, le personnage, parle de son élève comme s'il ne privilégiait l'aspect intellectuel de compréhension en le coupant de ses racines affectives qui sont prises en charge. Enfin, les affects sont pris en charge plus par l'autre personnage, et par la femme. Mais Itard lui-même, on voit bien qu'il a un problème avec les affects, qu'il se retient de ses possibilités d'élan de tendresse vers l'enfant. Il est corseté d'ailleurs, la façon dont il est habillé, le jeu des vêtements, l'enfant sauvage toujours avec, surtout au début, un vêtement flou, enfin pas de vêtement et ensuite un vêtement qui n'en est pas vraiment un, qui est une sorte de chemise, alors que Itard, c'est le bourgeois corseté qui s'interdit les émotions, et c'est la gouvernante qui temporise un peu et qui l'amène à une ouverture, qui est d'ailleurs présentée de façon amusante, je trouve, parce que quand elle lui dit « vous le faites trop travailler, il travaille plus de 10 heures », il dit « je vais rallonger le temps de promenade ». C'est-à-dire qu'il ne remet pas du tout en cause le fait que ça soit un sujet d'expérience perpétuelle. Mais c'est là où c'est justement aussi très juste sur le XVIIIe siècle. C'est-à-dire on est strict sur les conventions de représentation sociale. Il est un médecin, un scientifique, mais scientifique à l'époque, ça ne veut pas dire encore grand-chose, pas comme aujourd'hui, mais c'est un médecin, donc quelqu'un qui est dans le domaine de la connaissance, et ce personnage se doit d'être donc il n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit de son apparence. Il est la représentation et il doit être cette représentation-là. Je trouve tout ça est très juste en fait. Parce que c'est évidemment pas Itard lui-même qui, dans ses écrits, a montré je suis habillé comme un bourgeois, etc. Mais c'est cette sorte de vérité qui, d'emblée, fait que le rapport se fait et ne se fait pas entre Itard et l'enfant. Exactement. Bon, voilà. En tout cas, je suis très content que vous ayez vu ce film, parce que bon, c'est un film superbe. Voilà, merci beaucoup.